Bonjour à tous et à tous. Mon nom, c'est Diane Sauvé. Je suis directrice de soutien à la réussite, à la recherche et à l'enseignement aux bibliothèques de l'Université de Montréal. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au webinaire Calcul Québec 101 pour les bibliothécaires. C'est une initiative, comme vous le savez sans doute, du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du sous-comité des bibliothèques du BCI. Alors, comme son titre l'évoque, cette activité-là vise à nous familiariser avec les bases de ce qu'est Calcul Québec, donc nous donner un bon aperçu des services offerts, des outils, des infrastructures TI qui sont mis à la disposition des chercheurs de toutes les disciplines par Calcul Québec pour le stockage, le traitement, l'analyse des données. Alors, c'est aussi une très belle occasion de faire connaissance avec plusieurs membres de l'équipe de Calcul Québec, ce qui est précieux compte tenu que les bibliothèques et Calcul Québec sont appelés à être des partenaires clés dans le soutien à la gestion des données de recherche au Québec et on sait qu'on développe beaucoup ces services-là dans les bibliothèques actuellement. Alors, avant de vous présenter nos intervenants, je vais juste faire revenir sur quelques informations logistiques. Alors, la présentation est enregistrée telle qu'elle a été indiquée là, dans les communications, donc ça sera rendu disponible en ligne par la suite. Il y aura une période de questions qui est prévue à la fin. Les micros, comme je l'ai mentionné, demeurent fermés, mais vous êtes invités à saisir vos questions au fur et à mesure dans la boîte de questions-réponses de Zoom, puis on va passer à travers les questions là, à la fin. Donc, mais je garderai un œil au courant de la présentation, évidemment, sur des questions là, qui seraient peut-être plus ponctuelles par rapport à quelque chose qui est dit. Alors, nous avons deux présentatrices ce matin et je vous les présente. D'abord, on a Madame Suzanne Talon. Alors, Suzanne est directrice générale de Calcul Québec. Elle est détentrice d'un doctorat en astrophysique, rien de moins, de l'Université Paris 7 et de l'Observatoire de Meudon. Elle a travaillé plusieurs années comme chercheuse en physique solaire et stellaire. Elle a aussi enseigné aux universités de Montréal et de Sherbrooke, la physique et l'astrophysique. Elle a été de l'équipe de ce qui était alors justement l'acronyme, le Réseau québécois de calcul haute performance. Elle a joué un rôle de premier plan dans la création de Calcul Québec afin de regrouper les forces de tous les établissements d'enseignement postsecondaire du Québec en matière de calcul informatique de pointe. Alors, on a aussi avec nous Julie Faure-Lacroix, Julie, elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en biologie de l'Université Laval. Elle a commencé à travailler pour Calcul Québec en tant qu'agente de liaison scientifique, tout en poursuivant ses études de doctorat. Alors, chapeau. Donc, dans ses propres mots, son travail consiste à contacter des chercheurs universitaires pour leur montrer à quel point les supercalculateurs peuvent les aider dans leurs recherches. Elle accompagne ces chercheurs et travaille sur une foule de projets allant des modèles statistiques en R aux analyses géospatiales dans ArcGIS. Alors, quelques collègues de Suzanne et de Julie sont aussi présents en ligne avec nous ce matin, mais je vais céder la parole à Suzanne qui pourra nous les présenter et démarrer sa présentation. Donc, bonne session. Alors, à toi, Suzanne. Diane. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Diane l'a mentionné ce matin, un de nos objectifs ce matin, c'est un peu d'ouvrir des portes pour faire en sorte que tout le monde commence un peu à se connaître et soit en mesure d'interagir. Dans tout ce qui concerne notre futur à relativement court terme, qui va concerner, dans lequel on va faire de la gestion de données de recherche, on va être amené à travailler de manière collaborative. Donc, on pense que c'est un bon premier pas là, ce matin. Déjà, qu'on va commencer par se présenter. Donc, je vais commencer par essayer de changer ma slide. OK, je ne sais pas si j'ai pesé deux fois. Donc, nos partenaires académiques à Calcul Québec, donc les 4 universités principales, McGill, Laval, Sherbrooke, l'Université de Montréal, ainsi que Concordia sont les membres fondateurs de Calcul Québec, là, depuis le début. Je ne me souviens même pas en quelle année, en 2003. Polytechnique, l'UQTR, HEC, ETS, UQAM sont aussi des partenaires actuels dans Calcul Québec. Puis un de nos objectifs, en fait, c'est d'étendre cette liste de partenaires-là à l'ensemble du Québec là, dans les 2 prochaines années, là, mais, pendant la transition vers la nouvelle organisation dont je vais vous parler à la fin. Au niveau du financement, on est soutenu en ce moment par la FCI et le gouvernement du Québec, directement à travers le ministère de l'Économie et de l'Innovation et les fonds de recherche du Québec.
Et on travaille aussi de très, très près avec le risque pour les Canaries pour tout ce qui est réseautique. Alors, en plus de Julie et moi ce matin, j'ai demandé à plusieurs de nos analystes en calcul scientifique de venir. Donc, notre équipe est distribuée géographiquement là, dans plusieurs endroits. Donc, il y a probablement un analyste près de vous. Donc, je vais juste leur demander de vous faire un petit coucou parce que vous puissiez constater que ce sont de vrais êtres humains. Donc, Carl Lemaire à l'Université de Sherbrooke. Ah, pour l'instant, c'est tout noir. Ah. Bonjour. Merci, Carl. Donc, Carl, tu es un spécialiste d'intelligence artificielle, si jamais il y en a qui sont intéressés. Daniel Stubbs à l'Université de Montréal. Bonjour. Éric Giguère à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Maxime Boissonneau à l'Université Laval. Et Maxime est la personne qui fait toute la coordination du service d'analystes en calcul scientifique. Bonjour. Pierre-Luc Saint-Onge à l'Université McGill. Bonjour. Merci Pierre-Luc. Et finalement, aussi avec nous ce matin, Valérie Harvey, qui est la responsable des communications de Calcul Québec. Bonjour Valérie. Donc, ils sont tous là avec nous ce matin pour pouvoir soit répondre à vos questions ou aussi juste pour apprendre à partir de vos questions sur comment on va interagir ensemble dans le futur. Alors, un peu plus sur Calcul Québec. Donc, notre énoncé de mission déjà. Alors, on m'a dit de pas mettre d'acronyme, mais j'ai gardé R&D quand même. Celui-là, je pensais que c'était correct. Donc, procurer au milieu de la recherche et développement les environnements de calcul informatique de pointe et les services de conseil pour appuyer les chercheurs dans l'utilisation des environnements. Voilà, donc il n'y a pas de, on est là pour aider l'ensemble des chercheurs. Je ne me souviens plus, j'essaie de voir ce qu'on a mis après. Okay. Donc, à la base, on a donc deux types d'activités. La première étant la gestion des environnements informatiques eux-mêmes. On gère des machines. Et la deuxième chose, chercheurs à l'utilisation des machines, SIM, etc., sont là, en fait, en relation directe avec les chercheurs pour l'utilisation des services. Une petite historique d'où ça vient, Calcul Québec. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin des années 90, les réseaux de recherche dans les universités étaient assez pauvres. Et on a eu à ce moment-là, c'était l'époque des grands surplus budgétaires fédéraux, et il y a eu la création de la FCI qui est venue donner énormément d'oxygène à nos universités en termes d'infrastructures pour la recherche. À ce moment-là, les chercheurs qui faisaient du calcul scientifique se sont regroupés pour aller chercher des subventions pour faire du calcul informatique. Donc, ça a donné lieu à deux grandes infrastructures au Québec, le RQCHP, donc le Réseau québécois de calcul de haute performance, qui regroupait là, les universités de Montréal, Sherbrooke, Polytechnique, Bishop, Concordia et le CERCA, qui était un centre de recherche en calcul appliqué. Et quelques années plus tard, le CLUMEC, le consortium Laval, l'Université du Québec et McGill, qui regroupait les universités Laval, les universités du Québec et McGill. Ces réseaux-là ont fonctionné de manière indépendante pendant quelques années. À partir de 2007, on a commencé à faire des activités en commun de manière assez ad hoc là, pour travailler plus au niveau des activités d'encadrement. Est-ce qu'on peut faire des séminaires communs? Est-ce qu'on fait des processus d'allocation de ressources en commun, etc. Et tout ça nous a amené en 2011 à vraiment décider de fusionner nos activités et de créer quelque chose qui s'appelle Calcul Québec, qui était vraiment la fusion du RQCHP et du CLUMEC, qui sont maintenant choses du passé. Depuis ce temps-là, en fait, en 2011, concrètement, ça a été l'année où on a fait la première demande de regroupement stratégique au Fonds de recherche du Québec.
Donc, depuis, en fait, on travaille, donc depuis 2011, on travaille à toujours coordonner de mieux en mieux l'ensemble des activités de l'ensemble des sites. Donc, on a eu un premier plan stratégique en 2014 qu'il faut renouveler maintenant. On n'est pas très avancé parce qu'on attendait un peu de s'aligner sur la nouvelle structure fédérale. En 2016, on a pris la décision aussi d'avoir une centralisation des infrastructures physiques. Donc, jusqu'à présent, il y avait des infrastructures matérielles dans chacune des universités, mais ça donne lieu à une certaine inefficacité en termes de gestion des ressources. Donc, en 2016, on a décidé d'avoir une seule infrastructure matérielle ou peut-être deux, mais en tout cas, des infrastructures qui sont vraiment unifiées et avec les équipes qui sont distribuées, mais qui travaillent en collaboration sur cette même infrastructure. Maintenant, on travaille pour l'incorporation Calcul Québec pour avoir un statut plus formel et pour faciliter nos interactions avec la nouvelle organisation, entre autres. Quelques exemples de travaux de recherche qui sont faits à Calcul Québec. Évidemment, ça va un peu dans tous les sens. L'ensemble des chercheurs peuvent utiliser Calcul Québec, mais on a pensé de vous donner des exemples un petit peu concrets de travaux qui sont faits chez nous. Donc, en haut à gauche, optimisation du flot d'air pour améliorer la portance, une collaboration avec Bombardier. Donc, vous savez peut-être que le modèle C-Series de Bombardier, c'est un avion qui a été conçu à 100% par simulation numérique. Pas juste à Calcul Québec, Bombardier a aussi ses propres ordinateurs, mais Bombardier travaille en collaboration avec des chercheurs, entre autres à Polytechnique et à McGill, pour améliorer les codes, pour faire les calculs de portance, de traînée, etc., pour améliorer les performances des avions. Le C-Series, c'est actuellement l'avion commercial sur le marché qui a les meilleures performances énergétiques parce qu'il a été fait à partir de simulations numériques. Le deuxième exemple ici, le criblage in silico, très important au moment même où on se parle. Donc, le criblage, c'est des méthodes pour développer des nouveaux médicaments. Donc, en ce moment même, nos ordinateurs sont utilisés pour faire du criblage pour des molécules pour soigner la COVID, par exemple. L'idée étant que c'est beaucoup plus efficace de le faire sur ordinateur que de le faire en laboratoire où on teste les médicaments l'un après l'autre. Donc, on va sur ordinateur, on fait des tests pour des molécules et puis après, on va les tester en laboratoire, évidemment, selon les processus normaux, mais ça accélère beaucoup la découverte des médicaments. En droit à droite, c'est une photo de Yoshua Bengio, le fondateur du NILA. Yoshua était, en 1999, il faisait partie des membres fondateurs du RQCHP. Ce qui est intéressant là-dedans à voir, c'est que au moment où on fait de la recherche, et les genres de recherche qui sont faits à Calcul Québec, on ne sait pas nécessairement ce que ça va donner. Mais c'est très important d'avoir des infrastructures qui sont là pour travailler dans différents domaines de recherche. Et puis, on ne sait pas lequel va être porteur plus tard. Et par exemple, Yoshua aurait été tout à fait incapable d'atteindre les résultats qu'il a obtenus si le RQCHP n'avait pas été là. En bas à droite, reconstruire des génomes pour avoir accès à la médecine personnalisée, un autre sujet très important et qui est aussi très, très relevant dans le cadre des études de la COVID. C'est-à-dire, c'est de voir tout le monde ne réagit pas de la même façon aux médicaments. Et une des raisons pour lesquelles on ne réagit pas de la même façon, c'est qu'on n'a pas le même génome. Et donc, étudier les relations entre un médicament et les caractéristiques génomiques des personnes. Donc, par exemple, dans le cas de cancer du sein, maintenant, ce n'est pas le génome de la personne, c'est le génome de la tumeur. Donc, chaque fois qu'une femme a un cancer du sein, on va séquencer cette tumeur et on va déterminer quel type de cancer elle a pour choisir le médicament qui est approprié pour cette tumeur-là. Donc, ces travaux-là préliminaires sont faits sur nos ordinateurs. Et finalement, un exemple en sciences humaines qui va vous intéresser en tant que bibliothécaire. Donc, la plateforme Érudit, par exemple, qui permet de partager des publications scientifiques, est hébergée à Calcul Québec. Et donc, à chaque fois que vous allez chercher des articles sur Érudit, en fait, vous faites appel à nous. Je vais passer la parole à Julie.
faut qu'elle se démute. Oui, c'est ça, il faut que je me démute. Oui, effectivement, on a beaucoup d'utilisateurs, comme Suzanne a dit, très variés. On donne accès à nos ressources à tous les chercheurs. Donc, on fait pas vraiment de distinction sur est-ce qu'ils travaillent en sciences pures ou est-ce qu'ils travaillent en sciences humaines ou est-ce qu'ils travaillent dans des domaines qui, normalement, n'auraient pas du tout, dans nos esprits, pas du tout besoin de supercalculateurs. Parce qu'on sait que d'avoir accès à un supercalculateur, ça permet de mener à des découvertes qui seraient probablement pas possibles autrement. Donc, si on regarde dans le graphique, on voit là que ce qui est là, on voit qu'il y a une courbe entre une progression de 2010 à 2019. C'est évidemment la quantité de chercheurs qu'on dessert a augmenté dans les 10 dernières années. Mais on voit qu'il y a une progression, là, intelligence artificielle 2010, c'était pas la majorité de nos utilisateurs, mais en 2019, c'était vraiment un gros morceau parce qu'il y a eu une explosion dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi dans le domaine de la génomique. Puis évidemment, sur l'autre côté, il y a ceux qu'on appelle nos domaines traditionnels. Donc, c'est les domaines qui, même historiquement, étaient les premiers utilisateurs de supercalculateurs. Donc, ça, c'est un peu nos clients habituels, si on veut. De l'autre côté, on voit sciences humaines et sociales. C'est un domaine qui a commencé à sortir. Donc, on a les Digital Humanities en anglais qui prennent de l'essor. Puis, on voit un peu la même chose se produire à Calcul Québec là, dans les dernières années. On a quelques projets en sciences humaines et sociales qui ont commencé à prendre l'essor, surtout parce que ils veulent corréler des données sociales avec peut-être des données médicales, des données génétiques. Aussi, il y a de la reconnaissance automatique de texte. Puis tout le processus, ça tombe des fois un peu avec l'intelligence artificielle, avec de l'art assisté par ordinateur. Tout ça, c'est des domaines qui n'existaient pas du tout v'là même une quinzaine d'années, mais qui maintenant sont en gros essor et amènent à des belles découvertes. Suzanne, prochaine slide. C'est pas moi qui contrôle, il va falloir que je dise à Suzanne d'avancer. Donc, effectivement, comme on le répète, n'importe quel chercheur ou même les cégeps peuvent avoir accès à nos services. Peu importe la discipline, on ne fait pas de distinction, on ne fait pas de priorisation des disciplines qui peuvent être desservies par nos services. Puis généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils ont déjà essayé de faire des tests sur leur ordinateur, ça ne marchait pas exactement, c'est trop difficile pour l'ordinateur, puis ils ont besoin de quelque chose un petit peu plus puissant. Puis, on a aussi des capacités d'avoir des collègues à l'étranger, en autant qu'il y ait un pôle au Canada. Donc, tant qu'on a un chercheur canadien dans l'équipe qui est capable de chapeauter la gestion des comptes, même des comptes étrangers, il peut avoir des collaborateurs externes qui sont invités et qui peuvent avoir accès à nos machines et aussi partager les logiciels sur les machines. Donc, c'est super quand on développe quelque chose, qu'on va avoir plein de gens qui travaillent dessus, puis qu'on a besoin d'un supercalculateur, il n'y a pas de problème, on peut avoir nos collaborateurs étrangers qui viennent travailler sur les machines au Canada. Prochaine diapo. Suzanne, ou peut-être je vous ai perdu. Ah non, OK. Je pensais que je me parlais à moi tout seul. Donc, voilà, normalement, quand on a un utilisateur qui vient nous voir, ils ont à peu près tous le même parcours. Soit c'est quelqu'un qui leur a suggéré, des fois, il y en a qui c'est dans des anciens laboratoires, tout le monde a toujours utilisé les services de Calcul Québec, Calcul Canada, donc pour eux, c'est naturel, dès qu'ils rentrent, ils se font dire créer un compte, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont leur ordinateur qui est littéralement en feu. Ils ont essayé de faire des modèles, ça prend des heures, ça prend une semaine. Ils font rouler ça toute la fin de semaine, ils réouvrent ça le lundi, tout a planté, il faut qu'ils recommencent, ils sont désespérés, ils capotent. Là, leur superviseur dit, ben, on va essayer de te trouver quelque chose, pose des questions à tout le monde. Quelqu'un finit par dire, hey, as-tu déjà utilisé Calcul Québec? Non. Puis là,
soit ils nous écrivent, soit ils vont directement sur le site. Ils peuvent se créer un compte directement via la CCDB, qu'on appelle la base de données de Calcul Canada. Donc, c'est ccdb.computecanada ou calculcanada.ca. Puis, ils n'ont rien qu'à aller là-dessus, ils se créent un compte. Puis, à partir de là, dès qu'ils ont un compte, tout est fait manuel, fait que souvent, il faut qu'ils soient très patients parce qu'il faut vérifier qu'ils sont bien eux. Puis, il y a des séries d'emails à s'écrire pour valider que le superviseur est bien le superviseur de l'étudiant. Mais un coup que tout ça c'est fait, ils ont accès aux différentes machines qu'on a au Canada. Ils peuvent aller se connecter dessus. On donne la formation sur comment le faire. Donc, là, je vais passer très, très brièvement, mais bref, ils peuvent pas juste utiliser leur ordinateur. Il faut qu'ils aillent se connecter soit par un terminal, soit par quelque chose qui s'appelle MobileXterm. Puis, ils vont aller via les Internets se connecter aux machines. Ça donne un bel écran en noir et blanc avec juste du texte. C'est super paniquant, donc c'est pour ça que d'habitude, ils bénéficient d'avoir une formation. Puis, ils peuvent avoir accès à plein de logiciels qui sont déjà installés. Ils peuvent transférer leurs données. Il y a un processus qui est un petit peu différent pour quand ils veulent exécuter une tâche, mais ça, on leur montre, il n'y a pas de problème. On a aussi de la documentation pour. Puis, évidemment, ça ne marche jamais, donc ils vont avoir des problèmes. On a un courriel auquel ils peuvent écrire, support@calculcanada.ca. Puis, quand ça ne fonctionne pas, ben là, ils peuvent se faire aider. Puis quand ça se remet à fonctionner, là, ils peuvent exécuter la tâche et ils ont des résultats et ils peuvent récupérer les résultats. Puis on a un système qui fait que même s'ils ont beaucoup, beaucoup de données à transférer, ça va très vite. Donc, prochaine diapo. Donc, oui? Il y avait une question dans le chat. On avait dit qu'on allait gérer les questions à la okay. fin. Oui, à moins que ce soit une question extrêmement pressante, on va prendre des questions à la fin. OK. Donc, là, j'ai dit, on a des machines, mais qu'est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est comme un gros ordinateur, un gros desktop qu'on a chacun dans nos bureaux? Non, c'est des machines qui sont carrément dans des édifices. Donc, on pense à notre ordinateur qui a, mettons, on a un 4 cœurs ou quelqu'un d'un peu fancy a 8 cœurs. Là, il y a du monde qui ont 16 cœurs. Là, on pourrait, disons que 12, c'est déjà beaucoup pour un ordinateur personnel. On a peut-être 16 gigs de RAM ou quelque chose comme ça, puis un disque d'un, mettons, 1 Tera. Puis il y en a que des fois, on n'a même pas de carte graphique. C'est l'ordinateur sur lequel j'ai juste une carte intégrée. Il n'y a pas de carte NVIDIA séparée. Donc, je ne peux pas faire grand-chose avec un GPU avec mon ordinateur. Les ordinateurs qu'on a à Calcul Canada, bien souvent, un nœud, donc une petite unité à l'intérieur du bâtiment, a des fois au moins le double, sinon le triple et même plus de cœurs. Donc, quand on dit des 4 cœurs, là, qui va, mettons, un processeur i5, i7, souvent on entend ça, que ça détermine si ton ordinateur va aller vite, vite ou pas vite, vite. Ben nous, c'est même plus des i5, c'est même plus des i7, c'est des 400 fois, 6 fois, 10 fois, 100 fois plus rapide que ce que vous avez. Puis ça, c'est pour une petite partie. Ils ont aussi énormément de mémoire. On peut avoir jusqu'à 3 téraoctets de mémoire attachés à nos petites unités. Puis à l'intérieur d'un bâtiment, on a des centaines ou des milliers d'unités qui correspondent à déjà 5 à 6 fois ou à 10 fois ou à 100 fois plus rapide qu'un ordinateur. Donc, c'est ça que ça sert, dans le fond, c'est d'avoir énormément. Ah, c'est beau, on peut passer à la prochaine slide, c'est bien parfait. Ça fait que ça vous donne une idée. Donc, on a des unités, on a des ordinateurs, mais en rangée dans des blocs qui sont les uns à côté des autres. Donc, c'est des centaines, des centaines de milliers au Canada d'ordinateurs un peu plus puissants que le vôtre, mais auxquels vous pourriez avoir accès d'un coup. Puis, dans le fond, les gens n'ont pas besoin d'améliorer leur portable non plus. S'ils ont un vieux portable qui a de la misère à vivre, c'est pas grave parce que tant qu'ils ont l'espèce d'écran, oups, non, on est trop loin là. OK. Si on a un vieil ordinateur qui ne fonctionne pas nécessairement hyper rapidement, ben c'est des coûts pour les laboratoires, mais s'ils ont accès au supercalculateur, ils n'ont pas besoin de s'acheter un nouvel ordinateur qui, de toute façon, va être un peu passé date dans 4 ou 5 ans. Ils vont être obligés d'en racheter un autre. Donc, ça peut faire durer la vie d'un ordinateur personnel plus longtemps parce qu'on peut délester le travail de calcul sur nos grosses machines dans des gros bâtiments qui sont un peu partout au Canada. Sauf que ça ne se fait pas automagiquement. On peut passer à la prochaine slide.
il faut que l'étudiant ou le chercheur ait une manière de coder qui est différente. Parce que normalement, ce à quoi ils sont habitués, c'est qu'ils font un processus un après l'autre. Donc, leur code va faire étape A, étape B, étape C, étape D, étape E, étape F. Des fois, ils vont revenir un peu en arrière s'il y a une boucle ou ce qu'il faut qu'ils refassent des étapes, mais c'est toujours un après l'autre. Puis là, pour la petite histoire, l'image qu'il y a là, c'est un rituel reproductif où est-ce que le mâle a 3 de ses acolytes et il les swing un peu vers en arrière pour séduire la femelle. Là, on se dit, il me semble que si tu veux être vraiment efficace puis vraiment séduire la femelle, tu pourrais t'amener 9 de tes amis puis les swinger toute à la gang puis faire encore plus de séduction, mais c'est pas super simple parce que l'oiseau, il aurait bien de la misère. Puis c'est un peu la même chose pour les étudiants. Quand ils passent d'une tâche séquentielle qu'ils sont habitués d'utiliser et qu'ils l'envoient sur un supercalculateur, ils se disent « Ah, c'est bizarre, j'ai pas vraiment plus de rapidité. » Mais c'est parce que même si nos ordinateurs sont un petit peu plus rapides, ou en fait passablement plus rapides que certains ordinateurs, ça ne change rien au fait qu'il faut qu'ils attendent une étape après l'autre. Donc, si on a plusieurs modèles à tester un après l'autre, si chaque modèle prend 5 minutes à tester puis qu'on les teste tous un après l'autre, puis qu'il y en a 100, bien, c'est 500 minutes, peu importe ce qui arrive. Prochaine diapo. Sauf que sur un supercalculateur, comme j'ai dit, on a accès à plein de ces ordinateurs-là, un à côté de l'autre. Donc, on peut aller écrire un code qui va être capable de parler à l'ordinateur puis dire « OK, moi, j'ai 100 modèles qui prennent chacun 100 minutes. Je voudrais qu'ils roulent tous un à côté de l'autre. Donc, je veux que ça prenne 5 minutes en tout, pas 500 minutes. » Puis ça, c'est en modifiant un petit peu le code. Et ça, les étudiants doivent l'apprendre. Généralement, ils sont pas nés en sachant comment paralléliser du code, puis leur formation leur a pas permis de l'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a de la formation, puis c'est pour ça qu'on a de l'assistance. Mais un coup qui maîtrise cette partie-là de parallélisation, ça va, là, ils se rendent compte que, ah ben oui, si j'ai 500 modèles à rouler à 5 minutes chaque, ben ça va me prendre, sur 500 heures, ça va me prendre juste 5 minutes. Sauf que, bon, évidemment, là, on pourrait donner plus de détails sur combien de temps il faut attendre pour avoir 500 cœurs d'un coup. Mais disons, si on prend 8 cœurs, qui est généralement facile à avoir, ben, on est capable de distribuer même 100 modèles sur 8 cœurs. Ben, tu fais 100 divisé par 8, tu as déjà économisé beaucoup de temps. Et même, des fois, simplement en paralysant le code, les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de nos services parce que leur ordinateur est assez puissant. Parce qu'on peut paralléliser du code pour aller sur notre ordinateur personnel. C'est juste que la majorité des gens ne le savent pas. Donc, des fois, simplement en améliorant la manière qu'ils utilisent leurs propres ressources qu'ils ont à la maison, ils sont capables de passer tout de suite à l'étape où ils font plus de modélisation. Mais souvent, ils vont quand même se ramasser à dire « Ah, ben rendu là, maintenant que ça va bien, je vais pouvoir augmenter ma superficie d'études de 100. » Puis là, ils veulent étudier le Québec au complet ou l'Amérique du Nord au complet. Sauf qu'on est quand même là, ils peuvent utiliser nos ressources pareilles. Prochaine diapo. Julie, je vais juste te dire qu'il reste une quinzaine de minutes de présentation. Parfait. Donc, on va plus loin que les superordinateurs, comme j'ai dit. On offre de la formation, on aide à la parallélisation. On donne de la formation beaucoup. Aussi, ce qui peut vous intéresser, c'est on est certifié Carpentries. Donc, si vous avez déjà entendu Library Carpentries ou les formations OpenRefine que je donne, si ça vous intéresse, ça, on la donne quand même assez régulièrement. Les logiciels sont installés, puis s'il y a des logiciels qui sont nécessaires à installer, on peut le faire aussi. On a de la documentation, le wiki, donc il n'y a pas nécessairement besoin de nous parler. Souvent, la documentation est déjà là. Et s'ils ont des questions ou si on ne savent pas leurs besoins, ils peuvent toujours nous contacter. Nous autres, on est là pour répondre à leurs questions. Prochaine diapo. Est-ce que c'était à toi rendu là, Suzanne? Je pense que je dépassais mon... Normalement, non, mais je peux le prendre si OK. tu veux. Ouais, j'ai juste perdu. Je ne sais plus, je pense qu'on est de retour à toi, proche. OK, ben, je vais continuer. Merci, Julie. Oui. Donc, une des choses dont on avait discuté avec Diane, c'est vraiment d'établir un peu les limites, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc là, Julie vous a parlé un peu de qu'est-ce qu'on fait.
Maintenant, je vais arriver sur les choses qu'on fait pas trop, mais peut-être qu'on est des choses qui sont en cours de développement. Donc, par exemple, l'hébergement de données sensibles. Pour l'instant, on n'a pas de service fonctionnel pour héberger des données sensibles. Donc, par exemple, les gens qui font des études de génomique nous envoient seulement des données anonymisées. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, d'ici peut-être 1 an ou 18 mois, c'est quelque chose qu'on devrait être en mesure d'offrir. Des services qui auraient besoin de haute disponibilité. Donc, si quelqu'un a besoin de quelque chose qui est 24/7, 365 jours par année, ce n'est pas disponible en ce moment. C'est quelque chose qui pourrait être disponible dans une échéance de 2 ans, donc encore à déterminer. En termes de visualisation de données aussi, on n'a pas vraiment d'infrastructure pour faire de la visualisation de données. On peut vous donner quelques conseils sur des logiciels, mais c'est quelque chose qui est encore assez embryonnaire. On a quelques collègues quelques infrastructures de nos collègues à Calcul Canada pour faire de la visualisation de données, mais encore une fois, c'est des services qui sont en développement. Par contre, s'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là, ben, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait songer à offrir. On pourrait peut-être faire éventuellement des demandes de subventions pour aller dans cette direction-là. Donc, c'est quelque chose à explorer, je dirais. Puis si jamais vous avez des questions, vous avez des intérêts, envoyez-moi-le. Là. J'essaie de développer ce bout-là à Calcul Québec. Donc, s'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est des trucs qu'on veut vraiment savoir. J'ai toujours de la misère à changer les slides. Je ne sais pas pourquoi. OK, bon. Les choses qu'on ne fait pas du tout. Conseil en éthique, on a pour la gestion de données, on n'a aucune expertise là-dedans. Les conseils sur des choses qui sont sans lien avec nos infrastructures. Donc, c'est sûr que Julie vous a dit tantôt, ben, peut-être des fois, des gens vont venir nous voir, on va leur expliquer comment travailler, puis finalement, ça va être tellement efficace qu'ils n'auront pas besoin de nos super ordinateurs. Donc, oui, évidemment, c'est pas parce que vous êtes venus nous voir que vous êtes obligés d'utiliser nos services pour la suite. Par contre, on ne va pas aller aider les gens pour faire du Excel ou quoi que ce soit, là, de l'analyse de données sur leur serveur, etc. Pareil, faire des copies de sauvegarde de portables, de laboratoires, de bureaux, etc., ça ne fait pas partie de notre mandat. C'est vraiment les sauvegardes. On a des sauvegardes de nos grands jeux de données sur nos ordinateurs, mais ce n'est pas un service qu'on offre pour l'externe. Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais quand même aller assez vite. Donc, où sommes-nous situés là, physiquement? Là? Nos infrastructures, notre salle principale est à l'École de technologie supérieure. On a une salle secondaire en développement à l'Université Laval. En fait, c'est la salle où il y avait déjà les infrastructures dans le passé, mais on va voir si on peut continuer à déployer une infrastructure pour avoir une certaine redondance de certains services avec l'Université Laval. En ce moment, je pense qu'on a 44 équivalents temps plein. J'ai laissé l'acronyme. Je me suis dit que des équivalents temps plein, c'est un acronyme qui était peut-être plus connu. Donc, on a évidemment une équipe de direction. On a une équipe d'analyse, dont vous avez quelques personnes présentes aujourd'hui. On a nos administrateurs système, qui sont ceux qui chouchoutent les machines elles-mêmes. On a une analyse d'affaires qui travaille en fait sur notre projet pour l'hébergement de données sensibles. Et on a notre coordinatrice aux communications, Valérie, que vous avez vue tantôt. Notre équipe, là, les logos des universités qu'on a en bas, c'est les universités où, à l'heure actuelle, on a du personnel Calcul Québec. Donc, des analystes sont là et vous pouvez les consulter. Même si vous ne faites pas partie d'une de ces universités-là, je vous rappelle que notre équipe est là pour vous. Par contre, évidemment, ben, c'est plus en termes de rencontrer quelqu'un en personne. De toute façon, en ce moment, ça ne s'applique pas. Mais plus tard, un jour où on ne sera plus confiné, ben, c'est à ces endroits-là où physiquement, il y a des gens. Nos analystes peuvent aussi se déplacer. Par exemple, on est déjà allé donner des séances de formation à Trois-Rivières, à Chicoutimi, à Rimouski. Donc, c'est des choses qui sont possibles aussi. Là, ça demande un peu plus d'organisation, mais c'est tout à fait faisable. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe à l'échelle nationale. Donc, en ce moment, Calcul Québec fait partie de Calcul Canada.
Donc, Calcul Canada, c'est une coalition d'organisations qui sont semblables à Calcul Québec. Donc, il y en a 4, et SNET dans l'Atlantique, Calcul Québec, Compute Ontario et WestGrid dans l'Ouest. On travaille de la façon la plus uniforme possible, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est documentation. Mais la documentation, c'est créé, entre guillemets, au niveau national. Tout est traduit. Donc, la documentation est parfaitement bilingue. On a une traductrice avec qui on travaille vraiment très fort pour avoir des termes qui sont les bons termes français, que ce soit parlant et clair. Et les chercheurs ont accès aux infrastructures qui sont partout à travers le pays de manière transparente. Donc, un chercheur qui s'abonne à Calcul Canada ou à Calcul Québec va pouvoir utiliser n'importe quelle infrastructure, et nos analystes vont être là pour appuyer les chercheurs sur n'importe quelle infrastructure. Donc, le principe, c'est que l'infrastructure est un peu transparente, qu'elle soit située n'importe où, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, le support va être assuré en première ligne par l'équipe de Calcul Québec, donc vous allez avoir accès en particulier à du support en français sans aucun problème. Pour le futur, donc tout le monde, j'imagine, a entendu parler des investissements là, du gouvernement fédéral de 572 millions pour l'infrastructure de recherche numérique. Et dans ce contexte-là, la création d'une nouvelle entité, je n'ai même pas mis son nom ici, qui s'appelle pour l'instant NGRIO, donc en français, NOIREN, la nouvelle organisation pour l'infrastructure de recherche numérique. Donc, c'est une organisation qui est encore en développement. Pour l'instant, en fait, tout ce qu'il y a, c'est une structure légale avec un conseil d'administration, et on a une équipe de direction temporaire qui commence à réfléchir un peu à comment les services vont être organisés. Ce qui est très important, deux choses très, très importantes de notre point de vue. Premièrement, c'est que l'idée de cette nouvelle organisation-là, c'est d'intégrer l'ensemble des services de recherche. Donc, le calcul informatique de pointe, qui était ce que Calcul Québec faisait jusqu'ici, mais également la gestion des données de recherche et le développement des logiciels de recherche. Puis je vais reparler de la gestion des données de recherche dans ma slide suivante aussi. L'autre chose très importante, c'est que ça va changer le mode de financement. D'abord, en termes de ratio, le fédéral va mettre plus d'argent. Donc, avant, on était dans un mode 40-60, donc 40 fédéral, 60 provincial et institutions. Maintenant, ça va être l'inverse. Et en gros, ça veut dire qu'on va avoir passablement plus d'argent aussi. Quand on regarde le moment, le 572 millions, il y a 360 millions qui ont été conservés pour NOIREN, donc l'organisation qui va faire le calcul informatique de pointe, la gestion des données de recherche et le logiciel de recherche. Et en gros, quand on regarde cette enveloppe-là, ça veut dire des augmentations de financement significatifs. Donc, en gros, c'est une bonne nouvelle. Comment tout ça va s'articuler en pratique, on ne sait pas encore, mais on travaille de très près. Là, les organisations régionales travaillent avec la nouvelle entité pour mettre en place quelque chose qui va fonctionner. Au niveau de la gestion des données de recherche, par exemple, il y a énormément de discussions avec les gens de Further, là, Jeff Moon de Portage, travaille aussi en collaboration là, avec les gens de NOIREN pour établir les besoins en termes de gestion de données de recherche. Une des choses que Diane nous avait demandé, c'est qu'est-ce que les bibliothécaires peuvent faire pour Calcul Québec? Alors, la chose où je pense qu'on a énormément d'interactions requises, je dirais, ou de valeur ajoutée à travailler ensemble, c'est tout ce qui concerne la gestion des données de recherche. Donc, nous, la partie qui nous préoccupe en ce moment à Calcul Québec, c'est évidemment tout ce qui est données de recherche actives. Donc, les chercheurs viennent chez nous, font des projets de recherche. Le cas typique, on a un étudiant qui vient faire sa maîtrise, fait sa maîtrise, part, s'en va au Japon, à Tombouctou, wherever. Et 6 mois plus tard, on a le directeur de maîtrise qui nous appelle en disant « Ah, ben là, il faudrait que je récupère les données de mon étudiant. »
Donc, premièrement, les données appartiennent aux étudiants, ils n'appartiennent pas aux chercheurs. Deuxièmement, la fois où quand on a demandé la permission, qu'on a transféré les données aux chercheurs, le chercheur les regarde, il ne sait pas comment c'est classé. Il n'y a pas eu de ménage de fait. Il y a des données, des domaines intermédiaires qui pourraient être effacées, qui n'ont pas été effacées, etc. Donc, tout ce qui concerne la gestion des données actives, c'est quelque chose avec lequel on vit, nous, en ce moment, à Calcul Québec, et pour lequel je pense que la promotion de la gestion de données de recherche, et en particulier, dans notre cas, la partie active, va être très importante. Donc, je pense que tous les développements sur les conseils à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on devrait faire en collaboration, Calcul Québec et les bibliothécaires. Voilà. Ma dernière slide, les liens utiles, celle-là, évidemment, on va vous envoyer les diapositives au besoin. Tout est là. Le guide pour commencer, le guide de premier pas. Documentation complète, les détails pour ouvrir un compte. Peut-être la petite chose qu'on vous a pas dit tantôt, donc on vous a dit que tout le monde peut venir utiliser Calcul Québec, tout chercheur de collège ou d'université. Et en passant, les bibliothécaires aussi, vous pouvez, si vous avez envie d'ouvrir votre propre compte parce que vous avez besoin de services, vous avez accès aussi en tant que bibliothécaire. L'accès est très, très rapide. Donc, il suffit donc, vous avez le lien pour ouvrir un compte. Quand vous allez avoir complété ça, nous, on va faire des validations administratives pour vous assurer que vous êtes une vraie personne et que vous avez le droit d'utiliser les ressources. Mais normalement, à peu près en 48 heures, votre compte va devenir actif et vous allez pouvoir avoir accès aux services. La majorité des chercheurs qui utilisent Calcul Québec et Calcul Canada, donc je dirais 85% environ des chercheurs, ne font pas d'autres démarches, si ce n'est de nous fournir un CV commun canadien chaque année pour renouveler leur compte. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres démarches à faire. Pour les utilisateurs qui ont besoin de grandes quantités de ressources, là, il y a une demande de ressources qui peut se faire une fois par année. Mais encore une fois, ça concerne une toute petite fraction. Et puis, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens commencent avec les allocations de base et puis les besoins grandissent au fur et à mesure qu'ils apprennent à comprendre comment le système fonctionne. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou si on passe aux questions. On peut passer aux questions. On a déjà quelques-unes dans la file. Merci beaucoup, Suzanne et Julie. Et donc, il y en a déjà dans la file, j'en ai moi-même, là, mais là, c'est super riche d'informations. Il y a une première question qui a été posée un peu plus tôt dans la session. Vous y avez en partie répondu, Julie et toi, mais je la mentionne. Vous mentionnez l'accès pour les chercheurs d'université ou de collège. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour se créer un compte pour utiliser vos infrastructures, donc financement, affiliation à un établissement? Je pense que Maxime voulait, il a mis une réponse dans le chat, là, mais peut-être qu'il pourrait nous intervenir. Puis il y avait aussi un autre commentaire que Maxime avait par rapport au secteur éducation. Donc, j'inviterai Maxime s'il veut nous contribuer pour cette question-là. Oui, donc, bon, le principal critère pour utiliser gratuitement nos infrastructures, parce que c'est parfois possible de les utiliser pour certains frais, par exemple pour des compagnies, c'est que les choses qui vont être faites sur les infrastructures, ce soit de la recherche académique, donc qui peut être financée par les conseils subventionnaires, CRSNG, CRSH, etc. Donc, je mentionnais, donc parmi les choses qu'on ne fait pas, donc on n'est pas financé pour supporter l'éducation, par exemple. Les cours, c'est vraiment des infrastructures qui sont dédiées pour la recherche. Parfois, il y a une petite zone grise, donc des cours qui portent en particulier sur le calcul informatique de pointe. Là, on peut faire des arrangements, mais pour des cours de tous les jours, donc on n'est pas financé pour faire ça. Et ceci dit, pour les compagnies, là, si ça arrive à un moment donné que vous rencontrez un projet où est-ce qu'il y a une compagnie qui est associée, c'est pas nécessairement un problème. Tant qu'ils ont un contact avec un chercheur, puis qu'il y a un étudiant qui est sur un projet de recherche, même si c'est de la R&D, si c'est fait en partenariat avec une université, il n'y a pas de problème à ce que les compagnies soient impliquées. Il y a même des projets de R&D qui peuvent être faits avec les compagnies moyennant des arrangements.
Mais dans tous les cas, si jamais vous tombez sur un projet où il y a une compagnie d'impliqués, n'hésitez pas à nous en parler. Il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle vous devriez pas nous contacter pour ça. Puis même des fois, même si on charge souvent pour de la R&D, ça va être beaucoup moins cher que ce qui se ramassera à payer avec Amazon, mettons, ou Azure. Là. Peut-être l'information complémentaire, là, je pense que ça va être parlant pour les bibliothécaires. Le critère qu'on utilise pour déterminer s'il y a de la facturation ou pas, c'est la propriété intellectuelle. Donc, si la recherche, c'est une recherche qui va être publiée dans des revues savantes, donc ça va être de la propriété libre, c'est gratuit, c'est considéré comme la recherche académique, alors que si c'est pour faire des brevets ou pour faire des trucs pour l'interne de la compagnie, à ce moment-là, il y a de la facturation. Donc, c'est un critère vraiment sur le outcome. Merci. Deuxième question, est-ce qu'un chercheur pourrait n'utiliser que les services de stockage afin de faciliter des collaborations sur des données actives? Donc, vraiment pas de traitement, mais juste le stockage. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Non. Et effectivement, c'est une utilisation très utile, entre guillemets. Là, je veux dire, c'est... Le bémol que je rajouterais, c'est donc ces données-là vont être stockées sur nos infrastructures. Donc, il faut passer par nos infrastructures pour y accéder, avoir un compte à Calcul Canada, passer par les serveurs. Ce qui peut répondre aux besoins ou pas. Si c'est plus un besoin d'héberger des données pour qu'elles soient publiques, par exemple, ben là, les services offerts par Portage et Further pourraient être plus utiles. Donc, selon le besoin, on peut guider vers la bonne offre. On parle toujours de données actives. Quand on tombe dans le dépôt des données, la conservation, la diffusion, on est dans le rayon des dépôts et non du stockage et du traitement. Là, puis, on n'en a pas trop parlé, mais pour des besoins plus spécifiques, avec les chercheurs, on a un cycle à chaque année de demande d'allocation. Donc, ils peuvent appliquer pour un concours pour avoir plus de ressources et souvent, on a des demandes qui sont beaucoup centrées autour juste du stockage. Donc, c'est du monde qui disent j'ai des gros jeux de données à analyser. L'analyse n'est pas si demandante que ça, mais c'est le stockage dont j'ai besoin. Et ça, on peut très bien y répondre. Sauf que c'est généralement pas du stockage à long terme. Puis, on n'offre pas de garantie sur la sauvegarde des données. Donc, dans l'entente. Okay. Juste en complément. Jamais... Okay. Oui, excuse. Je vais dire en complément pour que tu nous donnes l'information, parce que la question est revenue par le passé. Dans l'entente avec le chercheur, il y a un engagement de combien de temps pour le stockage, vu que c'est des données actives et pas de la conservation? On n'a pas d'engagement sur une durée de temps. Ils peuvent mettre leurs données, les utiliser, mais on ne garantit pas. Si jamais il y a une panne de courant qui arrive avec perte de données, malheureusement, même si c'est des données actives, on va faire notre possible pour les récupérer, mais s'il y a de la perte de données, on offre 0 garantie que les données vont être intactes, là, si jamais il y a des... En termes de durée, par contre, les allocations de ressources, ça se fait 1 an à la fois. Oui, c'est ça. Ça, c'est des allocations séparées, mais je dirais, règle générale, s'ils déposent leurs données sans avoir une allocation spéciale, généralement, on estime qu'une bonne durée de vie pour les données, c'est à peu près 5 ans. Mais si jamais entre-temps, il y a un bris matériel, on peut rien garantir. Ceci dit, on a des backups des systèmes de fichiers. Oui, c'est ça. On fait le best effort, on fait les bonnes pratiques pour que les données soient sécuritaires, mais il n'y a pas de garantie. C'est ça, il faut juste gérer les attentes que c'est pas un système, même si c'est des données actives, il faut qu'il y ait un backup quelque part. Parce qu'il peut toujours arriver quelque chose, donc mieux vaut être prêt, puis pas se ramasser à dire là, j'ai perdu la moitié de mon doctorat parce que toutes mes données étaient juste sur un cluster, puis il y a eu X, Y, Z qui fait que mes données sont perdues. Puis souvent même, c'est j'ai délité mes propres données. Je peux-tu les revoir? Pas nécessairement tout le temps. Et j'imagine que vous conseillez des bonnes pratiques à ce sujet-là pour les sauvegardes. Donc, prochaine question. Dois-je comprendre que vous pouvez installer sur vos serveurs des applications propriétaires? J'imagine que le chercheur doit posséder la licence et c'est vous qui installez, mettez à jour les applications à code ouvert et ou des bibliothèques de code supplémentaires?
Ça dépend des licences, ça dépend de comment la compagnie fonctionne. Faut qu'ils vérifient avec le gestionnaire. S'il y a des serveurs de licence, habituellement, c'est correct. Si on peut, s'il peut avoir un serveur de licence, si des fois, ils appellent ça des tokens, mais si on ça, généralement, il y a moyen de moyenner, mais ça peut arriver qu'il y ait des compagnies qui autorisent pas du tout que la licence soit sur autre chose qu'un laptop, que ce soit ailleurs que sur le site. Donc, à règle générale, quand on a le droit, puis on a même des fois des licences pan-canadiennes, mettons, pour tout Calcul Canada, mais c'est toujours une bonne idée de vérifier avec son fournisseur si, un, ils ont le droit de le faire sur un supercalculateur, puis deux, s'ils ont la bonne licence pour ça. Donc, ça dépend de la licence, mais pas de vous accepter si la licence le permet d'installer des Puis si c'est logiciels pas propriétaires. un logiciel Windows, mettons, difficile à installer, ou mais encore là, il y a souvent des moyens de s'arranger. Je peux peut-être complémenter. C'est vraiment à géométrie variable pour les licences commerciales, les logiciels propriétaires. Mais on a par exemple MATLAB, on a ANSYS, on a quand même plusieurs logiciels avec lesquels Calcul Canada est allé chercher une entente avec le détenteur de la licence finalement. Il y a la question sur les codes ouverts. Oui, on installe à peu près toutes les applications imaginables. On en a au-dessus d'1 millier d'applications qui sont installées présentement. Puis donc, c'est notre équipe qui va les installer, qui va les mettre à jour lorsque c'est demandé par l'utilisateur. Il y a toujours un critère. Bon, des fois, il y a des applications qui sont très, très complexes à installer. Là, on peut aller voir, est-ce que tu as vraiment besoin d'accès à nos ressources pour l'utiliser ou ça fonctionne déjà sur ton portable? Donc, si c'est une application qui peut prendre des semaines à installer pour toutes sortes de raisons, donc là, ça peut arriver qu'on dise non, mais en général, on va faire l'installation. Je dirais d'ailleurs qu'on préfère installer les logiciels nous-mêmes centralement pour que ce soit fait une seule fois plutôt que chaque utilisateur installe dans son propre répertoire. Puis si vous allez dans la documentation complète, il y a la liste des logiciels quelque part. Sur le wiki, elle n'est pas tout à jour, mais ça vous donne une bonne idée quand même. Merci. Une question qui est peut-être une forme de promotion aussi, mais est-ce que présentement, vous référez les chercheurs à leur bibliothèque pour les prochaines fois? Quand vous avez la situation que vous décrivez où le professeur, 6 mois après la recherche, constate que les données de son étudiant hébergé chez Calcul Québec sont difficilement accessibles ou réutilisables? J'avoue que non, probablement pas, en fait. Ben, c'est pour ça qu'on a des échanges comme ça. Exactement, oui, tout à fait. Non, comme je disais, je pense que tout ce volet-là, c'est un volet qu'il faut qu'on développe en collaboration. Là. Je pense qu'il y a du autant aujourd'hui, on a fait la promotion de Calcul Québec auprès des bibliothécaires. Je pense qu'il va falloir faire la promotion des bibliothécaires auprès de l'équipe d'analyse de Calcul Québec. Et oui, et pour ceux qui nous écoutent, on a des échanges réguliers dans les 2 dernières années entre Calcul Québec puis le sous-comité des bibliothèques, le groupe de travail sur la gestion des données de recherche. Et justement, avec ce type de proposition-là, pour un peu mieux se connaître, donc autant qu'est-ce que les bibliothèques peuvent apporter à Calcul Québec et Calcul Québec aux bibliothèques, parce qu'on est tous les 2 organismes en contact, les bibliothèques et Calcul Québec, en contact avec les chercheurs. Donc, c'est les référer aux bons endroits pour les bons services. Donc, de comprendre les services que les autres offrent, ça fait partie de la compréhension d'écosystème, puis d'offrir un bon service. Donc, ça, c'est formidable. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas. Ah oui, voilà. Il faudrait peut-être faire dès le départ d'un projet, pas à la fin. Et oui, je pense que Suzanne soulignait l'importance justement dans sa dernière diapositive là, du volet planification et en faisant référence là, implicitement au plan de gestion de données, qui est une partie là, de services qui se développe rapidement dans les bibliothèques. Donc, qu'on puisse que le chercheur soit conscient de toutes les questions qu'il faut qu'il se pose au démarrage là, pour bien préparer sa recherche et anticiper
les joies et les peines qu'il peut y avoir dans le parcours et idéalement pas avoir trop de surprises. Dans cette veine-là, et je dirais, en attendant, il y aura peut-être une autre question, mais justement pour le volet qui est en lien avec la planification. Vous parliez, Suzanne et Julie, là, des services conseils. On avait souvent des questions pour savoir, bon, quand on peut référer et que ça fait partie de la brochette de services que vous offrez et quand ça n'en fait pas partie. Donc, au démarrage, par exemple, quand quelqu'un pense à faire une demande de subvention et développe son projet de recherche, c'est sûr que même pour faire son plan de gestion, pour anticiper quelle sorte de besoins informatiques, de plateformes, d'outils, de ressources ça lui prendrait ou d'expertise, il y a une partie informatique qu'il faut qu'il y ait des conseils souvent d'un spécialiste. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que les gens peuvent vous contacter en amont de leur projet de recherche avant qu'il y ait besoin des services parce que c'est pour planifier leur demande? Oui. Ouais, juste pour donner un exemple, là, à l'Université Laval où je suis, on a un projet une subvention FCI qui a été demandée. Puis c'était la deuxième fois que la subvention a été demandée. Puis la dernière fois qu'ils avaient écrit leur demande, ils n'avaient pas fait appel à nous jusqu'à la dernière minute. Ils n'avaient pas eu l'argent. Finalement, ils sont revenus à la charge. Puis au début, là, dans les tout débuts de l'écriture de la demande, on s'est assis avec la responsable du projet. Puis moi, ça donne que ça faisait partie de mon domaine. C'était là où j'avais fait mon terrain de doctorat. Donc, je connaissais très bien ce qu'ils voulaient faire. Puis j'ai dit non, mais ce que vous voulez faire, c'est pas ce que vous voulez faire. Puis là, on a commencé à tout retracer, tout ce qu'ils ont besoin comme logiciel, tout ce qu'ils ont besoin, comme même le filage, parce que c'était à la forêt Montmorency, qui est à peu près à 50 minutes à vol d'oiseau de Québec. Donc, tout le filage là, pour ramener les données de la forêt Montmorency à l'Université Laval, il n'avait pas pensé à ça, mais c'est un 100 000 à dépenser juste pour ça. Donc, ça, en le faisant déjà au tout départ, là, on commençait à faire un plan qui avait beaucoup plus de sens, puis on planifiait pour le futur parce que je dis, ben là, en ce moment, vous ne voulez pas faire des données en temps réel, mais dans 5 ans, allez-vous vouloir faire des données en temps réel ou dans 10 ans? Ah, ben peut-être. Ah, ben maintenant que j'y pense, c'est vrai, il y a un chercheur que, là, en ce moment, il récupère ses données, mais si on pouvait le faire en temps réel, ce serait bien mieux. Ah, juste avoir la conversation au départ, même si on pense pas faire de l'infrastructure là, de supercalculateur, ça permet de penser à, ben j'ai un projet qui va durer 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, ça va tout être de l'intelligence artificielle, mais j'y ai pas pensé. Donc, on comprend que vous offrez le service et avec enthousiasme. Oui. Vous répondez à ces questions-là en amont parce que, comme c'était mentionné aussi dans les disciplines couvertes, il y en a qui sont plus, déjà, ils ont plus, premièrement dans leur domaine, ils ont plus de soutien professionnel dans des unités qui ont plus de ressources dans des disciplines pour aider à monter des projets de recherche, d'autres moins ou qui sont moins familiers avec ce que ça prend comme outillage. On a une question, est-ce que le stockage de données aux fins de préservation est dans les plans pour Calcul Québec, même si éventuellement cela pourrait se faire en partenariat avec d'autres organismes? Je ne sais pas si c'est clair que nous, à Calcul Québec, on regarde un peu, puis c'est spécifiquement dans les mandats avec la nouvelle organisation, là, avec Noirenn. C'est clair qu'on va regarder comment comment on participe à ce projet-là. Je dirais que les discussions qu'on avait eues avec le comité des bibliothèques à ce sujet-là, le rôle qu'on voyait pour Calcul Québec, évidemment, c'est le rôle que Further a en ce moment, c'est-à-dire les grands ensembles de données. Et de manière caricaturale, ben, les données qui sont déjà à Calcul Québec, c'est qui sont trop grosses pour être sur des systèmes locaux. En gros, c'est probablement ces jeux de données-là qu'on voudrait préserver dans le futur. Donc, avoir une antenne qui ferait ça en première approximation, là, ça fait partie des choses qu'on va développer là, avec Noirenn au cours des 2 prochaines années, effectivement. Là. Super. Puis pour ceux qui sont moins familiers, le Further, en français DFDR, c'est le dépôt fédéré de données de recherche. C'est une initiative de Calcul Canada. Donc, il y a différents dépôts de données. On connaît Dataverse, Further, DFDR, c'en est un qui est notamment pour les données massives qui est en développement. On a une dernière question. Je sais que notre séance tire à sa fin. Est-ce qu'on peut savoir qui de notre institution utilise vos services pour justement faciliter notre arrimage? Il y a peut-être un élément de renseignement personnel là. Je pense que Maxime voulait peut-être intervenir.
Non, ben, en fait, non. Suzanne, peut-être? Oui. Je m'étais jamais posé la question du point de vue des renseignements personnels. J'avoue que quand on travaille avec les institutions, on parle de financement et tout, on regarde les listes de chercheurs. Est-ce que, en fait, bonne question, là, c'est quand même des services publics, c'est un peu comme les demandes de subvention, c'est public. Est-ce que les listes de quel chercheur a reçu des allocations, est-ce que c'est public, ça? Les allocations, c'est public. Les Les allocations fonds sont des publiques, conseils. l'allocation, c'est seulement 15 de nos utilisateurs. Ouais. Donc, Ouais. bonne question. Ben, c'est une question qu'on peut prendre à délibérer, puis ça Ouais, fait c'est une partie question qu'on va prendre à délibérer, tout à de fait. la gamme des choses qu'on va pouvoir poursuivre là, dans Ouais. nos discussions pour mieux connaître les services, puis en parler Ouais. à nos chercheurs. Donc, on arrive à 11 heures. Ça a été court, mais très riche. Alors, j'aimerais remercier là, au nom de tous les participants très chaleureusement là, nos présentatrices, donc Suzanne et Julie et leurs collègues. Donc, qui étaient présents, donc Maxime, Carl, Daniel, Éric, Pierre-Luc et Valérie. Alors, c'est très important pour nous de mieux comprendre justement l'écosystème général des données de recherche pour les chercheurs, pour faire jouer notre rôle de référence puis de soutien en première ligne pour la planification, puis pour aussi, en bout de ligne, le dépôt des données, le partage, la diffusion, qui sont des domaines là, la diffusion, le partage qui nous tiennent bien à cœur. Donc, un très grand merci. On aura peut-être l'occasion dans les suivis et on va inviter les gens à nous faire des commentaires là, par le biais d'un formulaire de rétroaction, à voir s'il peut y avoir d'autres activités ou d'autres formes de suivi ou des suggestions, d'autres suggestions comme on en a entendu d'échanges entre nos deux. Open Refine! Open Refine, oui, c'est ça. J'ai failli te le faire définir tout à l'heure, Julie, mais bon. Ah, mais si vous ne Oui, savez pas c'est on quoi, aura cherchez sur Google. on aura C'est l'occasion d'en génial. reparler. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à tout le monde qui ont participé. Et je voulais juste vous rappeler que la prochaine activité du groupe de travail sur la gestion des données de recherche aura lieu le 7 mai à 14 heures. Puis, il s'agit d'un webinaire sur initiation au choix d'un dépôt de données de recherche. Puis, il est encore temps de s'inscrire. Donc, vous avez sûrement vu passer les annonces. Alors, n'hésitez pas. Alors là-dessus, on vous tiendra au courant quand l'enregistrement sera rendu disponible et ça clôt notre session d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir.